Les autorités déconcentrées de la région du centre à l'école de la réconciliation nationale, gouverneurs, hauts commissaires, préfets et maires sont outillés sur le processus d'élaboration de la stratégie de réconciliation nationale et du pacte de vivre ensemble. Et puis, la campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein. 12 jours après les premières injections, l'on compte à ce jour un peu plus de 16 000 personnes vaccinées. Le constat dans un instant. Et enfin, le sang manque dans nos hôpitaux. La raison, il y a de moins en moins de donneurs. Le Centre national de transfusion sanguine estime qu'il faut au moins 200 000 poches par an pour satisfaire la demande nationale, alors que nous sommes bien loin du compte. Un SOS est donc lancé. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue. Le processus de réconciliation nationale est plus que jamais en marche. Il y a environ 2 semaines, le ministre en charge de la réconciliation nationale dressait sa feuille de route. L'heure est au renforcement de capacité des acteurs. Hier lundi, ce sont les autorités déconcentrées de la région du centre qui ont été outillées sur le processus d'élaboration de la stratégie de réconciliation nationale et du pacte de vivre ensemble. L'idée est de leur permettre d'apporter leur contribution au processus devant mener au forum sur la réconciliation nationale prévu en fin d'année. Benjamin Kwame. Ils sont gouverneurs des régions, hauts commissaires, préfets, présidents des conseils régionaux, maires et points focaux communaux réunis à cet atelier de formation et d'information. Des autorités déconcentrées et décentralisées. Avec Zéphirin Diabré, il est question de renforcer leur capacité sur le processus de l'élaboration de la stratégie de la réconciliation nationale et du pacte de vivre ensemble. Les différents référentiels sont déjà élaborés par le ministre de la Réconciliation nationale et c'est entre autres sur ces documents axés sur la cohésion sociale, la prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent que les participants échangent. Et l'un des premiers points quand on veut faire la réconciliation, c'est d'abord de définir quels sont les besoins de réconciliation. Quelles sont les questions, les problèmes, les soucis, les défis qui appellent à une réconciliation. Quels sont les problèmes dont la résolution passe par une réconciliation ou qui invitent une réconciliation. Et ces questions-là sont là depuis. Toutes les résolutions qui sortiront de cette rencontre visent en clair à se préparer pour le Forum national de la réconciliation qui devrait se tenir en novembre 2021. Zéphirin Diabré rappelle qu'à ce forum, le triptyque vérité, justice et réconciliation sera scrupuleusement respecté. Les points focaux communaux et les autres autorités doivent déjà préparer les participants dans leur base. C'est le respect scrupuleux du principe vérité, justice et réconciliation. La vérité, parce que même dans nos traditions coutumières, partout à travers le monde, on n'a jamais réglé un problème si on ne passe pas d'abord par la vérité. Et la notion de vérité ici n'est pas morale. Ça veut dire simplement le rétablissement des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on va chez un chef coutumier pour résoudre un problème, la première question, il faut raconter. Donc on rétablit d'abord les faits. L'autre question abordée, c'est le terrorisme. Là aussi, le besoin de réconciliation est attendu. Le ministre de la Réconciliation nationale, justement, est convaincu que ceux qui attaquent le Burkina Faso sont des fils du pays. Il va falloir alors trouver des mécanismes pour les emmener à se réconcilier avec leur communauté et avec la nation. Ceux qui prennent les armes aujourd'hui contre la nation, ce sont nos enfants. Embrigadés, désorientés, influencés par des forces que nous pouvons qualifier d'obscures et qui prennent les armes contre d'abord leur communauté, les communautés d'être issues, et ensuite contre la nation. Tôt ou tard, il faut qu'ils reviennent à la maison. Et ça, il faut qu'on trouve les moyens de se réconcilier. D'abord qu'ils se réconcilient avec leurs parents qu'ils ont martyrisés, et ensuite qu'ils se réconcilient avec la nation.
Les autorités locales de la région du centre devraient, au sortir de cet atelier, être outillées sur les données permettant d'entamer la question de la réconciliation nationale sous divers angles. La rencontre de Ouagadougou intervient après celle de Tenkodogo, Kaya et Bobo Dioulasso. Je vous le disais en titre, à chaque fois que nos hôpitaux manquent de sang, ce sont des vies humaines qui sont en danger et malheureusement, c'est actuellement le cas depuis quelques années maintenant au Burkina Faso. Pour satisfaire la demande nationale en produits sanguins, le Centre national de transfusion sanguine a besoin d'au moins 200 000 poches de sang par an, alors qu'il n'en a récolté que 80 000 en moyenne sur ces 4 dernières années. Conséquence, le CNTS peine à approvisionner les hôpitaux du pays. À l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang célébrée hier 14 juin, la nationale de transfusion sanguine a une fois de plus lancé un SOS. C'est le grand format de ce journal. Benjamin Kwame. Au Burkina Faso, chaque jour dans les hôpitaux, il y a un besoin de produits sanguins en gynécologie, en intervention chirurgicale ou encore dû aux accidents de la voie publique. Il y a aussi les polytransfusions chez les dialysés et les patients atteints de cancer chez qui il faut souvent transfuser avant et après chaque cure de chimiothérapie. Le besoin devient plus grand en cette période hivernale. Sans ce liquide rouge, le corps de l'homme ne fonctionnera plus. Sam Faisal connaît donc son importance, c'est pourquoi il est venu donner son sang ce 14 juin. Chaque année, disons chaque 3 mois, je viens régulièrement pour le don de sang. Et c'était le 10 que je devrais venir, mais j'ai préféré attendre le 14, la journée mondiale, pour venir. Le don de sang est vraiment important, surtout en ces périodes de saison pluvieuse qui s'amènent avec le palu. Donc je crois que la demande sera forte. La demande sera forte, mais pas que pour cette période seulement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, pour qu'un pays soit autosuffisant en produits sanguins, il faut au minimum qu'1 à 3% de cette population soit donneur de sang. Au Burkina Faso, concrètement, il faut au moins 200 000 donneurs de sang par an. Si nous prenons l'exemple du Burkina Faso, où on est à plus de 20 millions d'habitants, et considérant la borne inférieure, il faut absolument qu'un minimum de 200 000 personnes soient donneurs de sang par an. Sur les 4 dernières années, le CNTS peine à avoir 100 000 poches. Les poches que nous collectons tournent autour de 80 000 à 100 000 poches. Donc vous voyez que, considérant même la borne inférieure, nous ne sommes même pas à 50% de cette borne inférieure. Le chemin reste donc long pour combler ce gap. À cela s'ajoutent les difficultés financières de l'institution. Aucun partenaire financier. Qu'à cela ne tienne, le peu de sang recueilli respecte les normes de collecte et il est gratuit pour tous les patients. Après avoir recueilli le sang, alors on passe par des qualifications. Alors on parle de qualifications, il faut chercher à savoir si le sang est pur, la pureté, à travers certains examens, certaines analyses que nous faisons. Voilà, à l'issue de ces analyses, on pourra dire que ce sang est apte à être distribué ou pas. Le sang est gratuit, quel que soit ton rang social. Malgré cette gratuité, il revient fréquemment que des patients soient confrontés à la vente de ces poches de sang, ce qui est anormal. Des cas de dénonciation sont possibles, il faut le savoir dès aujourd'hui. En toute chose, il y a des individus mal intentionnés qui peuvent profiter de la détresse des uns et des autres pour essayer de soutirer des sous par-ci, par-là. Toute personne qui serait victime de vente de produits sanguins peut saisir le Centre national de transfusion sanguine. Toute chose que vous achetez, vous devez avoir droit à un reçu. Donc, si on vous dit que vous devez payer pour avoir un produit sanguin, il faut exiger en retour un reçu. Au besoin, il y a le 78 47 2 x 77 pour le numéro vert. Pour l'heure, le plus urgent pour Alice Kiba, c'est la mobilisation des éventuels donneurs. Il faut plus d'altruisme et toutes les modalités sont établies à cet effet. Le Centre national de transfusion sanguine est présent sur 9 des 13 régions que compte le pays. Vous pouvez donner le sang. Donc, si vous avez 18 ans, si vous avez 50 kilos et plus, si vous êtes en bonne santé, vous pouvez délibérément vous lever et aller vers un centre de transfusion sanguine pour donner votre sang.
En dehors de ça, si vous êtes un individu capable de regrouper plus de 50 personnes, vous pouvez faire appel au Centre national de transfusion sanguine pour organiser la collecte là où vous voulez. On note aussi dans cette campagne certains hôpitaux ou cliniques qui n'ont pas de banque de sang. Si certaines poches sont vendues, cela s'expliquerait par le déplacement des ambulances pour s'en procurer. Une manière de compenser le trajet effectué en numéraire. Sans oublier la transfusion elle-même payante dans ces cliniques, explique Alice Kiba. La sécurité du sang sauve des vies. C'est le thème de cette 18e journée mondiale du donneur de sang. La commémoration officielle ici au Burkina Faso aura lieu le 19 juin 2021 à Gawa. Et on reste dans le domaine de la santé et vous le savez, à l'instar des autres pays du monde, le Burkina Faso a débuté sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Les premières doses ont été officiellement administrées le 2 juin dernier. Les 2 semaines après, on estime à un peu plus de 16 000 le nombre de personnes vaccinées. L'une de nos équipes était au constat au centre urbain médical de la Padoua. Luc Padeguet. Au centre médical urbain du secteur 52 de la Padoua à Ouagadougou, des personnes en attente de leur dose et d'autres respectant les 15 minutes d'observation conseillées après la piqûre. C'est le quotidien de ces agents de santé depuis le lancement de la vaccination contre la Covid-19 au Burkina Faso le 2 juin. Ce 14 juin, soit 12 jours après, des personnes cibles, c'est-à-dire celles qui sont autorisées à se faire vacciner, viennent se faire administrer leur première dose. On a une opportunité, une occasion de nous faire vacciner. Un vaccin, c'est toujours bien pour prévenir certaines maladies. Et comme nous savons que le virus circule toujours et qu'à tout moment nous pouvons le contracter la maladie, nous avons estimé que c'était bien que nous venions nous faire vacciner pour nous protéger et également protéger ceux que nous aimons. J'hésitais, c'est mon patron qui m'a encouragé. Sinon, moi, j'ai dit non, ici, nous, on n'a pas ce problème. J'avais refusé. Il m'a dit non, que forcément, qu'il faut me faire vacciner, qu'il n'y a pas de problème, que c'est bon, que c'est mieux comme ça, peut-être un jour. Je dis ok. Comme c'est une affaire mondiale, je dis ok, ça marche. Nous aussi, on est venu faire, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Nous croyons que, d'ailleurs, le vaccin est venu avec un retard parce que nous attendions cette opportunité depuis longtemps. Et pour nous, c'est une maladie qui circule. Il faut se faire vacciner pour l'arrêter. À ce centre urbain, la vaccination contre la Covid-19 se fait de 7h à 12h du lundi au vendredi. Parmi les candidats au vaccin anti-Covid, on trouve des sceptiques, mais aussi des convaincus de l'utilité du vaccin. Avant, j'avais des appréhensions, mais une fois sur place, le doute est tombé parce que je suis venu voir des personnes engagées également pour se faire vacciner. L'attente n'a pas été trop longue, je n'ai pas senti de douleur. Dans l'intervalle de 15 minutes qu'ils nous ont donné, je n'ai pas senti de malaise. Et donc je dirais que jusque-là, tout va bien et on espère que ce sera ainsi ad vitam. Les personnes éligibles au vaccin anti-Covid sont les personnes âgées, les personnes vivant avec une comorbidité et les candidats au pèlerinage. Sinon, ça va, il y a une franche participation. Voilà. Et généralement, les consignes sont simples. Voilà. Et on n'a pas besoin de beaucoup de documents pour ça. Et généralement, ceux qui viennent sont déjà informés, ce qui fait que ça nous facilite la tâche. Voilà. Donc, généralement, après le vaccin, on préconise que les intéressés se patientent 15 minutes avant de rentrer chez eux, et avec toutes les dispositions nécessaires. Il y a des rumeurs qui circulaient qu'après le vaccin, il faut imposer un téléphone, ça va se coller. Je pense que dès les premières heures, on a vu ça ici. Il y a des éléments qui sont venus, qui se sont fait vacciner et qui ont essayé d'appliquer pour voir si c'était réel. Mais je pense qu'il n'y a rien de tout cela, sans quoi vous allez être informé qu'effectivement c'était effectif. Voilà. Sinon, nous vaccinons permanemment, que ce soit les autorités, les personnes cibles. Je pense que pour l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà, pour l'heure, il n'y a pas de souci. Et notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de souci, effectivement. C'est au centre médical urbain de la Padoua qu'a été lancée officiellement la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Burkina Faso. Depuis le lancement, le centre a enregistré plus de 600 vaccinés et plus de 16 000 personnes ont reçu leur première dose sur le plan national, nous confie le personnel de santé. C'est un peu plus de 50 personnes par jour qui ont été enregistrées à la Padoua et 115 200 doses d'AstraZeneca ont été reçues au Burkina Faso dans le cadre de ce vaccin, une vaccination qui est gratuite.
Et c'est connu, l'impact de la Covid-19 n'est pas que sanitaire, il est aussi et surtout économique. Et comme partout ailleurs dans le monde, les entreprises burkinabées ont beaucoup souffert de cette pandémie. Le gouvernement avait annoncé une enveloppe de 100 milliards de francs CFA pour atténuer l'effet du coronavirus sur les entreprises. Un an plus tard, seulement 10 milliards de francs CFA ont été décaissés. Alors, quelles sont les entreprises bénéficiaires et surtout, qu'est-ce qui explique cette lenteur dans le décaissement des fonds? Élément de réponse avec Arsène Konditande. Prévu pour être un fonds d'urgence permettant aux entreprises de faire face aux effets de la Covid-19, le fonds de relance Covid-19 semble devenu un fonds d'épargne, tant les décaissements sont lents. Le mécanisme a connu un retard à l'allumage, dû à quelques difficultés techniques. En 2020, il n'y a pas eu un seul décaissement. Les premiers déblocages ont débuté à partir de mars 2021. Et jusque-là, seulement 10 milliards de francs CFA ont été décaissés sur 100 milliards prévus. Bon, il fallait déjà que l'argent soit disponible. Et une fois que l'argent est disponible, il faut voir un peu quels sont les processus qu'on met en œuvre pour cibler les entreprises éligibles. Donc je pense que tout ça, ça a pris du temps. Pour certaines entreprises qui étaient dans la restauration, la difficulté, par exemple, c'était de monter déjà le dossier de demande de financement. Et les pièces qu'on demandait, ce n'était pas évident pour toutes les entreprises à cette période de Covid. Donc je pense que c'était la principale difficulté. Cette dotation de l'exécutif burkinabé était censée résoudre des problèmes de trésorerie que rencontrent les entreprises locales. Mais à regarder de plus près, l'argent décaissé jusque-là a essentiellement servi à l'investissement plutôt qu'à la trésorerie. La part dédiée aux investissements est de 8 milliards de francs CFA, soit près de 80% des montants alloués. Bon, on a cru que ça allait être le contraire. C'est-à-dire que comme les entreprises étaient en difficulté, on se disait qu'ils avaient des difficultés pour tourner, ils ont besoin d'argent, tu vois, pour commander, payer les fournisseurs pour pouvoir continuer à tourner. Mais là, on voit que sur cette première liste de bénéficiaires, une bonne partie du financement va aux investisseurs. Ça veut dire que les entreprises sont un peu dans des dispositions de relance. C'est-à-dire la Covid va être peut-être une opportunité pour une partie de ces entreprises-là de faire de nouveaux investissements productifs qui vont créer de la valeur. Dans cette affaire, ce sont les grandes entreprises qui se taillent la part du lion. Sur 16 entreprises passées à la caisse, les grandes entreprises empochent 90% des financements au détriment des PME-PMI. Bon, par définition, les grandes entreprises sont très bien structurées. Donc, je pense qu'eux aussi qui ont besoin de beaucoup de financement parce qu'ils sont dans des secteurs, j'allais dire, qui brassent beaucoup d'argent. Donc, ça peut expliquer pourquoi ils prennent 10 000, comme on appelle ça, ils aient pris une bonne partie du financement. Mais ce n'est pas exclu que dans la deuxième fournée, par exemple, que ça s'équilibre. Mais tout dépend de qui a déposé. Selon l'APBF, l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso, des dossiers sont actuellement en cours de traitement. Dans les semaines à venir, un décaissement d'environ 9 milliards de francs CFA devrait avoir lieu au profit de certaines entreprises. C'est un drame qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, l'effondrement d'un bâtiment de classe qui a causé la mort d'un élève et fait une vingtaine de blessés dans la commune de Dandé, dans les Hauts-Bassins. C'était le 24 mai dernier. 3 semaines plus tard, au cours de sa marche de revendication, le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, section Hauts-Bassins, réclame des sanctions envers toutes les personnes responsables du drame de Dandé. Le syndicat réclame également la régularisation des plans de carrière de certains agents du système éducatif. Majid Bakou. Ils ont répondu à l'appel du SYNATEB, le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, section des Hauts-Bassins. À l'occasion, le SYNATEB s'est prononcé sur l'écroulement de l'école d'Andébé dans la région des Hauts-Bassins. Siépalé et ses camarades réclament le châtiment des auteurs de réalisation de l'infrastructure et le dédommagement des victimes. Nous demandons donc que, en fait, donc, les gens qui sont victimes donc, dans cette affaire-là, qui ont connu en fait, donc, des blessés,
Et même donc les gens qui sont morts, vous le savez, il y a eu mort d'enfants et des enfants qui étaient en composition. En fait, donc, nous demandons que ces parents-là soient dédommagés. Partis de la Bourse du Travail, les marcheurs ont convergé en direction du gouvernorat des Hauts-Bassins pour remettre leur mémorandum destiné au ministre en charge de l'Éducation nationale. Le document remis au secrétaire général du gouvernorat comprend 7 points notamment l'organisation sans délai et sans condition de l'examen de reclassement dans la catégorie A3, l'organisation des conférences pédagogiques et des sessions de formation. Des agents ont été bloqués dans leur carrière depuis 2018 et nombreux parmi eux sont frappés par la condition de la limite d'âge exigée par l'examen de reclassement en catégorie A3 quand celui-ci viendrait donc à être ouvert. La preuve est que il y a de cela donc 3 ans que les professeurs certifiés d'école, instituteurs certifiés, n'ont pas eu un examen au concours professionnel ou concours professionnel dont droit à la promotion. Pire, lors de la dernière évaluation de la mise en œuvre du protocole d'accord par le comité de suivi, des velléités de contingentement des professeurs d'école à travers donc l'organisation de reclassement dans les catégories A3 ont été constatées. Les protestataires regagnent enfin leur point de départ après plus de 2 heures de marche. Cette marche sonne comme un avertissement au ministère en charge de l'Éducation nationale, selon les leaders du SINATEP, section des Hauts-Bassins. Avant de nous quitter, direction la commune de Lumbila où environ 180 élèves et éducateurs reçoivent des formations sur les notions d'assainissement écologique, des notions qu'ils devront transmettre aux élèves dont ils auront la charge. L'idée est de pouvoir initier les plus jeunes à mieux utiliser les latrines, car en dépit des sensibilisations, le taux d'assainissement est encore très faible au Burkina Faso. Alexis Belemnaba. Le taux d'utilisation des latrines peine à atteindre 18% et la défection à l'air libre continue toujours, surtout dans le milieu rural. En plus, dans les cadres de vie, les déchets organiques sont des sources de maladies. La Fondation Mike Nike, dans le cadre de ses activités du programme collaboratif de recherche agricole, a initié un séminaire de formation au profit de 181 élèves éducateurs de Lumbila. Ces formations sont entre autres l'assainissement écologique Ecosan, la technologie de la fertilisation Ecosan et des engagements des élèves éducateurs à un leadership pour un recyclage écologique. Ici, le recyclage concerne donc les déchets. Il permet donc de transformer les déchets en ressources, particulièrement pour la fertilisation du sol. Dans le contexte local ici, nous avons donc plusieurs types de déchets, dont les excréments humains. Ces excréments humains constituent des problèmes pour l'assainissement et c'est très difficile parce que nos villes n'ont pas suffisamment de ressources pour les traiter. La technologie Ecosan, c'est une solution durable à la gestion des déchets parce qu'elle permet donc de transformer les déchets en fertilisants pour le sol. Cela permet donc de pouvoir fertiliser le sol avec donc des déchets bio-organiques et cela évite donc d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques qui polluent la nature et qui compromettent donc la santé humaine. C'est un cadre d'éducation et ces éducateurs doivent répliquer ce que nous sommes en train de faire comme activité lors de leur sortie parce qu'ils vont tenir des élèves et les enfants sont le meilleur canal vraiment pour le changement de comportement. Parce que Ecosan, c'est vraiment un changement de paradigme. Des relais pour une contribution au développement agricole, mais aussi au changement comportemental, le directeur des écoles et des stages de l'ENEP de Lumbila s'en réjouit. Nous sommes dans un cadre éducatif et ces thèmes viennent à point nommé pour renforcer les compétences de nos stagiaires qui sont là, qui sont en train de sortir et qui seront quand même bien outillés pour faire face à ces questions d'assainissement, d'hygiène dans leur milieu. Et cela va se répercuter certainement auprès des élèves et auprès, évidemment, des parents. Et parce qu'il y a non seulement l'hygiène et l'assainissement, mais on parle aussi des latrines Ecosan. Comment les reconnaître, comment mettre en place ces genres de latrines. Évidemment, ce n'est pas donné un peu partout. Et nous sommes en train d'apprendre cela ici. Les formateurs attendent de ces élèves éducateurs la vulgarisation de ces différentes techniques qui permettront de restaurer la fertilité des sols agricoles appauvris et de réduire des maladies chroniques au sein des familles.
Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je serai ravi de vous retrouver demain si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèles à nos programmes. Bonsoir.